Eh bien, allons-y. Commençons. Merci à tous, bonjour à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux ce matin, plus de 500 inscrits. On est ravis avec Guillaume de vous présenter les résultats de notre étude qui a maintenant 7 ans et qui est partie d'un constat assez simple. Il y a beaucoup d'études sur les défaillances qui sont quantitatives, assez peu voilà, qui essaie de rentrer dans le détail de la raison pour laquelle l'entreprise peut faire l'objet d'une procédure collective. Notre seule ambition ce matin, nous, c'est d'essayer de comprendre avec vous, sur la base des informations qu'on a, de citer nommément les défaillances par secteur, pour essayer de mieux décrypter les raisons pour lesquelles elles ont pu faire l'objet d'une procédure collective. C'est pour ça que notre association, avec Guillaume, entre AU et EY, elle a vraiment du sens. EY est un expert de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Nous, chez AU Group, on structure des solutions pour se prémunir contre le risque d'impayé. Donc voilà, aujourd'hui, notre association et notre étude prend tout son sens. Donc moi, je me présente, je suis Olivier de la Pontaie, je suis directeur exécutif chez AU Group et je m'occupe notamment de la business intelligence. Voilà. Guillaume, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier. Donc Guillaume Cornu, je suis associé chez EY et j'anime une équipe qu'on appelle le restructuring. Et c'est un métier que je fais depuis presque 35 ans maintenant. J'avais commencé en 91, d'ailleurs lors de la première crise de l'immobilier. L'idée aujourd'hui, hein, pour compléter ce que disait Olivier, c'est de mon côté, en tout cas en tant que professionnel dans le domaine de la restructuration, c'est de partager de l'expérience et de vous faire part de ce qu'on voit sur un plan pratique sur le marché. Donc Olivier, je te laisse la parole Merci, pour Guillaume, lancer. super. On va se laisser 40 minutes. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin, on y répondra. Vous avez un petit module de questions-réponses dans Webex qui vous permettra de poser vos questions. La méthodologie de l'étude, un mot, on se base sur des données qui nous ont été fournies par Allianz Trade. On va regarder uniquement les entreprises qui ont fait l'objet d'un premier jugement entre le 1er janvier 2024 et le 31/12. Par exemple, une entreprise qui aurait fait l'objet d'une sauvegarde en 2023 et d'un RJ en 2024, on ne doit pas la retenir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que si l'entreprise a fait l'objet de plusieurs procédures collectives au cours de l'année 2024, avec par exemple une sauvegarde en janvier, un redressement en juin et une liquidation en septembre, on ne gardera pour les besoins de notre étude que la liquidation. Voilà. Chaque entreprise correspond à un sirène. À certains moments, on parlera de notion de groupe, à d'autres moments de notion de sirène. Voilà, on peut d'ores et déjà se lancer dans le premier slide. S'affiche à l'écran les défaillances depuis 35 ans. Vous notez qu'on atteint un plus haut historique, c'est du jamais vu. Pour autant, on va essayer de rester le plus positif possible. On n'aime pas nous prêcher la fin du monde. On va essayer de voir un petit peu le positif dans les différents messages qu'on peut délivrer aujourd'hui. Vous souvenez tous de la chute historique des défaillances en 2021, avec 28 000 défaillances. Ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, surtout, c'est la moyenne des entreprises qui ont fait l'objet d'un dépôt sur les 10 ans. Avant le Covid, c'était plutôt 59 000. Si on fait cette moyenne sur 30 ans, c'est 52 000. Dans les deux cas, avec plus de 66 000 défaillances, on est au-dessus. C'est un chiffre qu'on trouve important de rapprocher des créations d'entreprises. 90 000 créations d'entreprises en 2024, ça montre quand même un peu le dynamisme de l'économie française. Donc finalement, on est dans un solde positif. Il y a des entreprises qui font défaut, il y en a d'autres qui se créent. C'est le retour à la normale, un peu, c'est le processus de destruction créatrice pour ceux qui se souviennent de leur cours d'économie de Schumpeter. Voilà. On va aussi rapporter ce chiffre de 66 000 au nombre d'entreprises totales en France, 4,5 millions d'entreprises. Donc si on fait une division rapide, on est à 1,5% de taux de défaut. On peut regarder maintenant, faire un zoom sur les 10 dernières années. Et alors là, le chiffre exact de défaillance, 66 161 qui s'affiche à l'écran. L'information importante, c'est que depuis 3 ans, les augmentations de défaillance ne font que décélérer. Vous notez plus 49% de défaillance en 2022, plus 35 en 2023, plus 17 en 2024, et on attend moins 2,5 en 2025. Ce qui veut dire que on a atteint un haut de cycle et que le pic est dépassé. Donc voyons le positif.
et c'est ce que dit Anna Boata dans l'article que vous trouverez dans l'étude, la patronne de la recherche économique chez Allianz Trade. Fini le surplus de défaillances lié à un rattrapage post-Covid, fini les entreprises artificiellement maintenues en activité, retour maintenant, et je m'adresse aux credit managers, aux seuls fondamentaux du risque de crédit. Voilà. Un mot sur l'international, ça fait 3 ans de suite que les défaillances ne font qu'augmenter, donc toujours un point d'attention sur vos clients à l'international. Et on notera notamment l'Allemagne, plus 25% de défaillances l'année dernière, l'Italie, plus 33%, les États-Unis, plus 17%. Euh, un mot rapide sur les procédures par taille. Le premier constat qu'on peut faire, le chiffre qui va sauter un petit peu aux yeux, c'est que sur 66 000 défaillances qui font l'objet d'un dépôt de bilan, il y en a quand même plus de 96% qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors rien surprenant, hein, c'est le tissu économique français. Mais le phénomène qui est plus notable, et c'est vraiment ce qu'on a relevé avec Guillaume au cours de cette étude, c'est l'augmentation du ticket moyen. Vous regardez les encours par tranche de 10 à 50, de 50 à 100 millions, augmentent plus vite que la moyenne. Et notamment, je vous renvoie également toujours dans l'étude à un article qu'a écrit Frédéric Coirier, qui est le président du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui lui précise bien que les défaillances, elles ont doublé en 2024. Et on sait ô combien les entreprises de taille intermédiaire sont importantes dans nos économies. Nous, ça fait, si on regarde sur les 3 dernières années, avec Guillaume, on regardait que les entreprises qui faisaient plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2022, on parlait de 1200 entreprises. En 2023, 1900. Et cette année, 2500. Donc, quand on fait un calcul assez simple de taille moyenne, on était sur une entreprise qui fait défaut de taille moyenne de 7,1 millions d'euros en 2022. Et puis là, c'est passé à 7,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et 8,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Euh, donc c'est un des points clés de notre étude. Un petit mot sur la typologie des procédures collectives, avec une part des liquidations qui représente 56% des procédures collectives de l'exercice. C'est en ligne avec l'année dernière. Rien de très surprenant sur ce point. Juste un petit mot pour compléter ce que disait Olivier sur l'augmentation de la taille. Donc là, on parle effectivement des procédures collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Vous le savez probablement, mais en France, on a la chance de disposer d'outils pour accompagner les entreprises en difficulté. Je pense notamment aux procédures amiables. Et la tendance qu'on a constatée dans l'étude sur les défaillances, elle se confirme aussi du côté des procédures dites amiables de prévention, donc mandat ad hoc et conciliation. On voit, j'allais dire depuis peut-être mi-2023, mais surtout sur 2024, et je pense que c'est une tendance, on en reparlera plus tard, qui se confirme, une augmentation de la taille des dossiers que je vais appeler de restructuration financière. Je t'en passe la parole, Olivier. Merci Guillaume. Donc, s'affiche à l'écran le top 20 des principales défaillances. Alors, il y a certains noms que vous connaîtrez. Je ne sais pas si vous voyez en assez grand, mais de toutes les façons, on pourra faire passer la présentation a posteriori. Donc, vous avez les raisons sociales, les secteurs d'activité, et c'est classé par chiffre d'affaires. Donc, première défaillance, Vencorex dans la chimie. Deuxième défaillance, groupe Indexia dans l'assurance affinitaire. Troisième défaillance, groupe Ubaldi. Donc là, on a regardé aux sirènes, mais si on les consolide par groupe, la première défaillance de l'année, c'est bien Indexia, puisqu'il faut additionner dans ce tableau les lignes 2 et les lignes 5. Ubaldi, les lignes 3 et les lignes 4. Indexia, 782 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé. Ubaldi, 633 millions. Et alors, quand on a essayé de tracer les grandes tendances, parce qu'on a regardé vraiment de près chacun de ces cas, ce qui ressort, hein, c'est ce qu'on vous a mis sur la droite de l'écran, c'est un endettement important des différentes structures, une exposition au coût de l'énergie, la concurrence internationale qui souvent explique ces procédures collectives, et puis également le changement des modes de consommation, notamment pour le secteur du textile. On y reviendra un peu après. Voilà. Et donc des trésoreries qui s'en trouvent très impactées. Guillaume, je te laisse en dire un mot peut-être sur ces trésoreries. Oui, je crois qu'on en reparlera aussi un peu plus tard, mais on vient d'une période où je dirais, il n'y avait pas trop de problèmes de liquidité, de financement et autres, et on est rentré dans une période avec toutes les incertitudes qu'on évoquera aussi probablement plus tard, avec notamment les PGE, les échéances de PGE, mais pas que, à rembourser.
Et puis beaucoup de prudence, probablement de la part des banques, mais également des assureurs crédits, et notamment sur un certain nombre de secteurs qu'on va continuer à lister parce que c'est les plus impactés en matière de défaillance. Mais effectivement, les sujets cash sont vraiment les sujets d'actualité en ce moment dans les PME, les ETI dont on s'occupe. Merci. Guillaume, vous trouverez dans l'étude un top 5 des défaillances par secteur. Nous, on a essayé de synthétiser pour les besoins de ce webinaire les grands secteurs les plus impactés. Donc le tertiaire et les services représentent 35%, l'immobilier et la construction 22%, la distribution et le commerce de gros 16% des faillites en 2024 et l'industrie 13%. Alors, rapidement, secteur par secteur. Donc, tertiaire et services, la plus grosse défaillance, c'est Indexia, comme on l'a dit, qui fait du courtage en assurance affinitaire et en vente de smartphones. La raison pour laquelle la société a liquidé, c'est pour des raisons de pratiques commerciales trompeuses. Elle a eu des amendes. Donc là, on est plutôt sur une notion de fraude assez difficile à prévoir en risque de crédit. Quand on a redescendu les codes NAF aussi des différentes sociétés, on a beaucoup vu revenir des sociétés de travail temporaire. On notera le redressement judiciaire notable de Mare Nostrum, qui fait 169 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les agences de voyage aussi assez impactées, avec FTI Voyage, qui était en cessation de paiement le 10 juin, emporté par la chute de sa maison mère en Allemagne, qui était le troisième voyagiste européen. On note également des sociétés de conseil, des petites sociétés de conseil qui souffrent particulièrement, les coiffeurs aussi particulièrement touchés, avec un redressement judiciaire notable du groupe de coiffure Pascal Coste, qui fait 51 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis bah, pour les fans de foot, toujours dans le tertiaire et les services, le redressement judiciaire du Football Club des Girondins de Bordeaux. Voilà, on va regarder le secteur de l'immobilier et de la construction que tu connais bien, Guillaume. Oui, donc ça représente 22% des faillites, enfin des ouvertures de procédures. Euh, Vous aviez probablement eu l'étude qu'on avait faite l'année dernière où il y avait un article que je vous conseille de relire parce qu'il est totalement d'actualité, qui avait une tribune qu'avait faite Jacques Herman, qui était l'ancien directeur général d'Altarea, justement sur le secteur de l'immobilier, notamment de la promotion immobilière, de la construction de maisons individuelles. Quelque part, les tendances fortes de l'année dernière se confirment aujourd'hui, hein. C'est un secteur qui est profondément touché. Et quand on parle de promotion, etc., évidemment, c'est tout ce qui est construction et j'allais dire tous les intervenants du bâtiment. Donc, ça peut toucher un certain nombre d'entreprises, enfin, un nombre important d'entreprises, petites, moyennes et grosses. Jacques Herman avait qualifié la crise de l'immobilier qui me fait penser à celle que moi j'avais connue d'ailleurs en 1991, hein, sans jouer les vieux, qu'il avait qualifié de polycrise profonde et durable parce que ça cumulait un certain nombre finalement d'aspects. Petit 1, une véritable crise de l'offre, une inflation des coûts de la construction, le resserrement du crédit, même si aujourd'hui les taux ont baissé par rapport à l'année dernière. Et puis on avait vu effectivement cette année la mise en sauvegarde de FCS, qui est la holding de tête d'un promoteur toulousain qui s'appelle Carrère. On a continué à voir des défaillances d'agences immobilières, un peu moins de défaillances, avait été une surprise l'année dernière si vous aviez participé à notre webcast. On avait constaté des défaillances d'études de notaires, hein, ce qu'on n'avait jamais vu, y compris dans les années 90. Euh, donc voilà ce qu'on peut dire sur la promotion, en sachant qu'encore une fois, là on parle de défaillance, mais je peux vous assurer qu'il y a de nombreux dossiers qui touchent à la promotion, qui touchent à des actifs immobiliers de location, qui sont parfois détenus d'ailleurs par des fonds de dette et qui font l'objet de restructurations financières et juridiques, notamment dans le cadre de procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation. Donc il y a énormément de dossiers et on pense malheureusement que c'est une crise qui est durable. Donc effectivement, les procédures amiables qui n'apparaissent pas dans notre étude. Elles n'apparaissent pas, on aimerait les faire, les analyser, mais malheureusement, c'est par définition des procédures confidentielles, donc on a très peu d'informations. Mais on ne désespère pas de pouvoir le faire un jour. Merci Guillaume. Distribution et commerce de gros, là les grandes familles, alors on va faire une première famille électroménager équipement de la maison, où là on a effectivement le groupe Ubaldi, 633 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé. À la fin du Covid, les ménages français se sont beaucoup équipés et aujourd'hui, bah,
il y a une rétractation et ces sociétés se trouvent coincées entre une faiblesse de la demande et un poids du remboursement de leur PGE ou un endettement important. Market Maker est tombé en sauvegarde, 118 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, c'est la holding de Diva Salon, fabrication de meubles et de canapés notamment. Schneider Group, donc, qui fait la conception de téléviseurs, qui est tombée en liquidation, qui elle aussi voit une baisse de la demande rencontrer un endettement important. Si on parle du textile, euh, on notera la défaillance notable de Général pour l'enfant, donc 231 millions d'euros de chiffre d'affaires. Derrière ce nom se cache en fait la maison mère des enseignes Sergent-Major du Pareil au même, Natalis. Donc là, les raisons du redressement judiciaire, c'est voilà, un impact important de l'inflation, du coût de l'énergie, et puis la montée des plateformes en ligne. Montée des plateformes en ligne qui a aussi impacté promotion du prêt-à-porter, qui est tombé en sauvegarde pour 307 millions de chiffre d'affaires. Là, c'est la maison mère de Pimki, que vous connaissez plus, et qui vraiment a souffert de ces changements de mode de consommation que l'on citait plus tard. On retiendra LCS International, 109 millions d'euros de chiffre d'affaires. LCS voulant dire Le Coq Sportif. Redressement judiciaire malgré un prêt important du gouvernement, très, euh, très sujet à la hausse des coûts de production. Et puis, dans les procédures collectives un peu moins importantes, mais dont les noms sont tout aussi connus, on notera le redressement judiciaire de Teddy Smith pour 59 millions d'euros, Polka, qui a déposé le bilan, qui est en liquidation, Barbara Buis, la maison de lingerie Le Jabi également, qui est en liquidation. Dans le commerce de gros, quelques défaillances un petit peu emblématiques. Tupperware France, qui est en sauvegarde, et qui fait l'objet d'une baisse continue de sa rentabilité ces dernières années. Tennis Pro, distribution, là, qui était plutôt une entité qui manquait de financement et qui n'a pas été suivie par sa maison mère. Et puis The Body Shop, que vous connaissez également, qui se retrouve avec une maison mère aux États-Unis en Chapter 7. Euh, Dernier secteur, je ne sais pas si tu avais un mot à rajouter sur la Oui, distribution, Guillaume. oui, parce que c'est un secteur qu'on connaît bien et je ne trahirai pas de secret. Bon, il y a un certain nombre de dossiers qui ont été cités que je connais un peu. Ce que je voulais dire, c'est que plusieurs constats, certaines de ces défaillances, quelles que soient les procédures, finalement, concernent des dossiers qui, et d'ailleurs, il y a pu y avoir pour certains des articles de presse et qui étaient donc plus publics, et la confidentialité avait été un peu je dirais, n'avait pas été respecté, mais parce que les difficultés étaient connues, ce que je veux dire, c'est la plupart des plus gros dossiers sont passés par des procédures amiables, de mandat ad hoc ou de conciliation. Donc il y a déjà eu des tentatives, et ce qui est une bonne chose, encore une fois, j'insisterai jamais assez sur pour les chefs d'entreprise, quand ils rencontrent des difficultés, d'avoir recours à ces procédures qui ont des taux de succès de 67%. Pour autant, on peut avoir des taux de succès de 70%, 67 ou 70%, et malheureusement, on peut être rattrapé aussi par la conjoncture et des difficultés plus grandes pour retourner le business. Donc, nombreuses sont celles, premiers constats, sont passés quand même par des procédures amiables, ce qui est probablement mieux préparer les procédures collectives, parce que c'est pas parce qu'on rentre dans une procédure collective que l'entreprise est morte. Mais quand même, le constat qu'on fait également, c'est que vous voyez certains noms connus qui sont pas nouveaux, des Le Jabi, des Polka et autres, qui vont en liquidation judiciaire, ce qui est quand même pas une très bonne nouvelle. Dernier commentaire que je vais faire, il tient finalement à un article qui est sorti hier de LSA et qui apportait des informations intéressantes, notamment sur justement la distribution et distribution de textiles. Donc, leur constat, c'était de dire qu'il y a 43 enseignes qui ont fait l'objet de procédures judiciaires en 2024, que ces procédures ont abouti à la fermeture de plus de 2000 magasins, hein, ce qui rejoint le changement profond de business model dans ces secteurs-là, et notamment avec tout ce qui est Internet. Autre constat analyse qu'il faisait, c'était de dire que la mode était particulièrement touchée, dans la mesure où 40% des enseignes qui ont fait l'objet de procédures collectives judiciaires en 2024 sont des enseignes de mode, et que le deuxième secteur le plus impacté est celui de la maison. Ça représente 19% des enseignes en 2024 et 21% en 2023. Et dernière statistique, alors c'est beaucoup de chiffres, hein, mais je trouve que c'est pas inintéressant. En 2024, 60% des enseignes ont fait l'objet de procédures
de liquidation contre 48% en 2023, ce qui rejoint mon point précédent. Ce qui veut dire, mais on y reviendra, que aujourd'hui, un des constats qu'on fait, c'est que quand elles arrivent en procédure collective, elles arrivent souvent tard et assez abîmées, les entreprises. Et dans ce secteur-là, ça va extrêmement, extrêmement vite. Voilà ce que je pouvais Merci. rajouter, Olivier. Merci Guillaume. On finira par l'industrie qui représente 13% des faillites. Donc là, si on les regroupe un peu par grande thématique, la chimie avec Vencorex qui fait 462 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est tombé en RJ, très sujet à la concurrence chinoise et à la hausse du coût des matières premières. Concurrence chinoise qui a également beaucoup impacté Metex, 221 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est tombé en liquidation judiciaire, qui était le dernier fabricant français d'acide aminé, qui par ailleurs a été repris par le groupe Avril, fleuron de l'agroalimentaire français. Ça, c'est pour la chimie. Sur l'auto, je vous invite à lire dans l'étude l'article de Virginie Auvergnat, qui est associée chez EY spécialisée dans le secteur de l'automobile et qui rappelle les grands défis que vous connaissez déjà tous, mais auxquels est confronté le secteur de l'auto, la transition vers des technologies décarbonées, en même temps une baisse de la demande des véhicules électriques, une dégradation des chaînes d'appro, toujours la concurrence des marques asiatiques. Et alors en termes de défaillance, cette année, quelques défaillances un petit peu marquantes, notamment chez les équipementiers ou chez les sous-traitants, avec Emma France, qui est tombé en liquidation judiciaire, qui faisait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui faisait de l'emboutissage pour le secteur auto, Teamtex, qui faisait du moulage et de l'ingestion plastique pour les sièges auto, qui faisait 100 millions également. Ensuite, on a Van Hool, entreprise familiale qui fabriquait des bus, qui a fait l'objet d'un dépôt également cette année. Peut-être Euh, un petit mot de complément, hein. Désolé, je me répète probablement un peu. Il y a énormément de dossiers touchant à l'automobile, que je qualifie encore de dossiers de restructuration financière, qui sont souvent dans des procédures amiables. Certains, en lisant la presse, je ne les citerai pas, mais vous pouvez les retrouver, et des dossiers de taille significative. Toute la sous-traitance automobile est impactée. Et évidemment, il y a des secteurs qui sont plus que d'autres parce que très directement touchés par la transformation et la transition. On va produire moins de moteurs turbo-diesel que d'électriques. Donc, par définition, les projections sont, enfin, la situation est plus compliquée. Donc, en discutant avec des spécialistes automobiles, malheureusement, comme l'immobilier, ça risque d'être une crise lourde et longue, avec des répercussions sur plein d'acteurs, souvent de taille plus petite. Donc c'est vraiment un des secteurs à surveiller. On pense souvent, quand on parle automobile, à la production, aux sous-traitants, etc. Faut pas oublier la distribution. Là aussi, il y a quelques gros distributeurs qui souffrent particulièrement. Le marché est très touché. L'électrique, il y a toutes les problématiques qu'on connaît, hein, donc de prix et autres. Et la transition va être probablement plus longue. Donc c'est un marché effectivement à surveiller. Euh, merci Guillaume. Et puis on finira dans l'industrie par la sidérurgie et les métaux avec la liquidation judiciaire d'Asco Metal, dossier emblématique, qui a consommé beaucoup de trésorerie avec des actionnaires qui n'ont pas été en mesure d'accompagner, hein, une reprise qui n'a pas pu se faire avec un nouvel actionnaire. On notera Duralex également, qui est tombé en liquidation pour 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le secteur du verre a été globalement assez impacté. C'est des codes neufs qu'on a beaucoup vu ressortir aussi dans l'étude et qu'on a vu chez nos clients. Et puis Caddy, l'entreprise Caddy, qui a donné son nom au chariot éponyme connu internationalement, qui a fait l'objet d'une liquidation également. Là, on a essayé de mettre les Peut-être principaux une secteurs. remarque Ouais. complémentaire quand on voit ces trois noms, hein, qui, je pense, ne sont pas nouveaux pour vous, Ascométal, Duralex, Caddy. Ce sont des noms dans le domaine de la restructuration qui ressortent depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est des entreprises qui ont eu des périodes difficiles qui se sont prolongées dans le temps. Et c'est probablement ce qui explique aujourd'hui qu'on parle de liquidation judiciaire. Donc voilà. Bon, après, vous savez comme moi, on est dans l'industrie lourde qui a été particulièrement impactée par tout ce qui s'est passé. On y reviendra en matière d'augmentation des coûts de l'énergie et autres. Et c'est des entreprises très consommatrices d'énergie. Je pense notamment à tout ce Hmm. qui est notamment au verre.
Et puis un dernier mot sur les autres secteurs qu'on n'a pas pu citer. L'objet de cette étude, c'est évidemment de tracer les très grandes tendances. Tous les secteurs n'y sont pas, fort heureusement. Dans les autres défaillances un petit peu emblématiques d'autres secteurs, on a l'entreprise Miley, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires qui faisait de la distribution d'imprimés publicitaires, qui est tombée en liquidation. MPO International, qui était la dernière presse à vinyle française, qui a fait l'objet d'un RJ, qui faisait 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les transports Ducrot, les transporteurs ont été aussi beaucoup impactés. Voilà un petit peu pour les grandes tendances sectorielles. Encore une fois, dans l'étude, vous avez l'opportunité de retrouver ces principales défaillances par secteur. Donc, vous pouvez vous focaliser sur votre secteur d'activité en particulier. Donc ça, c'était les constats un petit peu qu'on a fait en 2024. Et maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume qui va nous dire un petit peu ce qu'il a vu sur le marché du restructuring en 2024. Voilà. Oui, on a également quelques statistiques sur l'international, mais on vous laissera en prendre connaissance. Peut-être une remarque, quand je discute avec mes amis européens, l'Allemagne est particulièrement touchée, hein, mais je pense que j'apprends ça à personne. Et donc, il y a aussi des augmentations de défaillances en Allemagne et de nombreux dossiers de restructuration. Oui, alors, c'est toujours difficile d'analyser et de donner des réponses et de tout expliquer, mais j'allais dire, encore une fois, en tant que praticien, ce que j'ai envie de partager avec vous, le constat qu'on fait sur 2024, finalement, il ne faut pas s'arrêter à 2024, il faut remonter un petit peu sur les dernières années. Bon, on s'est tous, je l'avais déjà dit, je crois, mais on s'est tous trompés au moment du Covid où on a tous prédit un mur de faillite, etc. Et on n'avait juste pas prévu, et heureusement que ça a été fait, le quoi qu'il en coûte. Et j'allais dire post-Covid, ce qu'on a vu nous, hein, moi je suis en restructuring, mais je fais partie du même groupe qu'on appelle stratégie et transactions chez EY, donc qui regroupe tous les métiers de conseil en stratégie et tout ce qui est due diligence, évaluation et autres. Et le monde du M&A a été particulièrement actif. On a vu quand même des périodes de forte croissance un peu partout. J'allais dire sur un accès au financement et à la liquidité extrêmement facile, à la fois parce que les taux étaient bas, il y avait et il reste quand même beaucoup de liquidités sur le marché, mais des recours au financement qui étaient plus faciles, j'allais dire post-Covid 2021, 2022, jusqu'à mi-2023, hein, parce que sur cette période-là, comme l'a expliqué tout à l'heure Olivier, on avait des niveaux de défaillance qui étaient, alors je ne parle pas de 2021 qui était exceptionnel, mais après il y a eu un rattrapage, mais ça restait quand même assez bas. Donc l'année de normalisation a probablement été 2023 et ça s'est poursuivi en 2024. Mais il ne faut pas oublier que sur cette période, les entrepreneurs ont dû faire face à des défis qui sont juste incroyables, hein. Je pense qu'on n'avait pas connu ça par le passé et enfin moi je suis assez surpris par ce que les entreprises ont été capables de faire pour justement affronter et combattre ces challenges. Mais elles ont subi une hausse importante du coût de l'énergie, une augmentation du prix des matières premières, évidemment l'inflation, toutes les problématiques de supply chain qu'on a pu connaître aussi, évidemment et malheureusement les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. L'augmentation très brutale et forte des taux d'intérêt, même s'ils ont un peu diminué, mais on oublie la période des taux négatifs, hein, qui était une période anormale, mais aujourd'hui on revient à une période probablement plus normale, mais qui a des impacts sur les coûts des entreprises et les coûts financiers. Et puis évidemment une baisse de la consommation du pouvoir d'achat. Donc le constat qu'on fait en 2024, finalement, on voit cette accélération des défaillances, mais comme je vous le disais, on voit une accélération tout court des entreprises en difficulté, et on dira un mot sur 2025. Pour moi, finalement, le changement, il s'est produit dans ce qu'on a pu voir sur le marché à partir de mi-2023. Ça a été progressif, mais profond, un changement de la situation. Et je dirais que c'est probablement la fin du quoi qu'il en coûte. Et qu'est-ce qu'on a vu, nous, sur les dossiers, enfin sur le marché, sur les dossiers en 2024? Ben, un fort ralentissement quand même de tout ce qui est transactions, hein, donc que ça soit dans le private equity ou autre, qui pouvait être lié à des problématiques de financement, mais également des problématiques de valeur, donc beaucoup moins de M&A. Comme je le disais, une augmentation importante des dossiers de procédures amiables, mandat ad hoc et conciliation, notamment pour renégocier les PGE, hein, parce qu'on arrivait aux dates d'échéance des PGE. Plutôt, pas forcément sur des très gros dossiers. Enfin, après, il y a eu des très gros dossiers, mais c'était pas le PGE le sujet. Mais il y a eu beaucoup de dossiers qui étaient, vous savez, probablement que pour renégocier son PGE, faut passer soit par la médiation du crédit, mais surtout pour les entreprises, les ETI, passer par une conciliation. Donc, il y a eu beaucoup de dossiers de conciliation pour ça.
En discutant avec les banquiers et notamment les affaires spéciales des banques, qui sont les personnes qui traitent les dossiers en difficulté, ils ont une augmentation significative de leur watchlist. Donc il y a beaucoup de signaux d'alerte, même si faut pas non plus dramatiser la situation. Il y a une augmentation des dossiers, mais ça n'a pas été je dirais des augmentations exceptionnelles. Mais en revanche, ce que je comprends, c'est que les dossiers sous surveillance sont en augmentation, et c'est vrai du côté des assureurs crédits. Ce que nous, on a constaté en pratique, et ça, c'est pas très bon, c'est que les dossiers, ils arrivent tard. Ça arrive toujours tard, hein, par définition. Un chef d'entreprise se bat jusqu'au dernier moment. Et nous, on intervient souvent tard sur ces dossiers. Mais là, ils sont arrivés tard et, j'allais dire, souvent abîmés. On a vu aussi des rechutes, notamment sur certains gros dossiers de place, vous avez pu le suivre, qui avaient du mal à sortir et dont les chiffres, finalement, continuent à se dégrader. Et puis, évidemment, bon, je ne veux pas me répéter, mais on a vu des secteurs comme l'auto, l'immobilier et le retail qui ont été fortement impactés. Euh, Dans le cadre des négociations qu'on mène avec les créanciers, un constat qu'on a tous fait sur le marché, tous les professionnels, c'est que les négociations sont de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Euh, et on y reviendra, d'où l'importance d'anticiper. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Après, pour discuter avec je discutais avec un économiste la dernière fois et qui me disait qu'un des constats qui a été fait en matière de consommation sur la fin d'année, c'est que Noël a été à peu près correct. En revanche, il paraît qu'il y aurait eu un arrêt brutal de la consommation entre Noël et le premier de l'an, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. Et le rush de fin d'année n'a pas eu lieu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, encore une fois, dans la consommation, enfin, dans la baisse du pouvoir d'achat, l'impact de la baisse de cette consommation sur les business qu'on risque de ressentir en 2025. Et ça a touché en particulier les grandes surfaces. Oui, les grandes surfaces, pardon. Donc, la grande distribution. Donc voilà, donc en conclusion, je dirais quoi? Je dirais que depuis 2023 et surtout 2024, on est plutôt dans une phase de transition, mais il y a un certain nombre d'inquiétudes sur 2025. On en dira un mot. Enfin, je vais laisser la parole justement à Olivier pour évoquer les tendances de début d'année. Donc là, encore une fois, on est dans une vision croisée. L'idée, c'est que on puisse vous partager un petit peu les tendances qu'on voit chez AU Group, et puis et en conclusion, les tendances, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre vu par les équipes d'EY Restructuring. Ce qu'il faut retenir, c'est bon, d'abord à l'international, les défaillances elles vont rester stables à un niveau toutefois élevé. Bon, évidemment, il y a des disparités par région. Ça, on aura l'occasion très certainement d'en rediscuter ensemble. Mais que ce soit à l'international comme en France, euh, on, on va être sur une mécanique de stagnation. À peu près tous les grands services de recherche économique le disent. On attend 64 500 défaillances selon Allianz Trade l'année prochaine, donc ça fait moins 2,5. Alors c'est un peu moins que cette année, mais ça reste quand même des niveaux relativement élevés. Donc on va dire que la vigilance reste de mise. Ça c'est le premier point clé, ne pas baisser sa garde dans l'analyse du risque de crédit. Et ensuite, les deux grandes tendances qu'on voulait partager avec vous, c'est d'abord, il y a des fondamentaux économiques qui vont rester fragiles selon les différents agents économiques. La croissance de la France est attendue en 2025 entre 0,5 et 1%. Donc c'est quand même un petit peu fragile. On voit le chômage qui commence à revenir alors que c'était voilà, un des points qui avait bien fonctionné par le gouvernement Macron. Là, aujourd'hui, on a quand même une prévision sur plutôt un chômage attendu à 8% sur 2025. Le côté positif qu'on va essayer de voir, c'est que quand même, d'un point de vue de l'investissement, euh, la France va rester centrale dans les plans de croissance des acteurs de l'aéronautique, de l'intelligence artificielle, de l'agro, de la santé. Ça, c'est Marc Lermite, associé chez EY, qui le dit dans un des articles de l'étude, auquel je vous renvoie, assez intéressant. En revanche, et ça c'est précisé par Frédéric Coirier, le directeur général du METI, les investisseurs, ils vont continuer à venir en France, mais ils vont être plus exigeants, au même titre que les ETI.
On a besoin de plus de simplification, plus de signaux envoyés en matière de compétitivité et d'innovation. Donc c'est là où le gouvernement français a des grands enjeux et la puissance publique, on s'attend à ce qu'elle renoue avec un cadre de confiance pour pouvoir permettre ce maintien de l'investissement. Et puis je terminerai par les incertitudes géopolitiques et commerciales. Voilà, je ne vous apprends rien. Il y a un article très intéressant de notre spécialiste risque politique Nouria Gorog dans l'étude qui rappelle plusieurs choses. D'abord, il y a des instabilités géopolitiques avec des conflits armés encore dans de nombreux pays du monde et des régimes qui parfois sont ancestraux qui chutent très vite. On a vu ce qui s'était passé avec Bachar el-Assad, par exemple. Là-dessus se rajoute un contexte d'instabilité commerciale avec une guerre commerciale avec des droits de douane, notamment largement entretenus par les États-Unis et par les grandes puissances mondiales. Donc finalement, l'enjeu pour les risk managers en 2025, ça va être de toujours bien comprendre, bien suivre ce lien entre le risque politique et les défaillances d'entreprise qu'il va pouvoir y avoir pour mieux les anticiper, envisager des scénarios alternatifs et mettre en place des techniques de mitigation adéquates. En conclusion de notre étude, on a eu la chance de pouvoir interviewer Loïc Finas, qui est amiral ancien amiral et directeur de l'école de guerre, qui lui vraiment bah, précise que dans ce contexte d'instabilité, les entreprises, il faut que quand même à marche forcée, elles continuent à investir parce qu'il faut investir vers la transition énergétique, l'intelligence artificielle, la compétitivité, etc. Et donc, lui précise l'importance de ce courage dans la prise de décision dans cet environnement voilà, très instable de 2025. Guillaume, je te laisse peut-être nous donner ta vision sur les tendances que tu vois en 2025 côté EY. Oui, alors on est début 2025, hein, donc c'est les premières tendances. Et encore une fois, au-delà de ce qu'on voit sur les dossiers, on a beaucoup d'échanges sur le marché avec différents acteurs je veux dire, économiques, que ce soit des banquiers, assureurs crédits tout simplement nos clients, les chefs d'entreprise et les directeurs financiers. Qu'est-ce qu'on voit sur 2025? Quelles sont un peu les alertes? Bah, je disais tout à l'heure qu'il y a une période un peu euphorique, hein, et j'allais dire tant mieux post-Covid, avec justement un marché du M&A qui a été assez actif, beaucoup de transactions, que l'accès à la liquidité était simple et pas cher. Cette période-là, je dis pas qu'elle est totalement révolue, mais les entreprises se sont quand même beaucoup endettées pour financer leur développement, leur croissance et autres, leurs investissements. Et on arrive à une période avec je sais pas si on appelle ça un mur de tête, mais quand on conjugue les PGE, effectivement, les échéances de remboursement sur des crédits qui ont pu être faits pendant cette période un peu plus faste, bah, les trésoreries peuvent se tendre, d'autant plus que sur cette période forte de M&A, je dirais peut-être qu'un certain nombre de business plans ont été un peu optimistes. Donc, nous, on assiste véritablement à une accélération des dossiers, je vais appeler ça de refinancement, mais ces dossiers de refinancement sont parfois à la frontière entre du refinancement et du restructuring. Donc, on voit des baisses de current trading, on voit des niveaux de rentabilité qui ne sont pas au niveau attendu. Et bien sûr, ça crée de l'inquiétude de la part des partenaires financiers. Ce qu'on voit aussi pour discuter avec un certain nombre de chefs d'entreprise et autres acteurs, c'est qu'il y a un ralentissement de l'investissement dans les entreprises. Donc, je pense qu'il y a de la prudence. Il y a également moins d'embauches. J'entendais encore ce matin à la radio. Donc tout ça, c'est quand même un signe fort d'inquiétude de la part des entrepreneurs. Je veux pas faire un focus particulier sur les LBO, mais pour revenir à ce que je disais, les LBO souvent, enfin la plupart du temps, c'est sur des très beaux actifs, etc. Pour autant, les valeurs, on a connu pendant cette période un peu faste des valeurs assez élevées, et comme je disais, la dette est là, les taux d'intérêt ont augmenté, donc on assiste aussi à un certain nombre de. Alors après, quand on croise avec les LBO qui ont de la dette, quand est peut-être un peu surévalué, et dans des secteurs plus compliqués, je pense notamment au retail, bah, c'est évident qu'on a aussi une augmentation des dossiers de private equity et il y en aura au cours de l'année.
Autre constat, mais je l'ai déjà dit, enfin ce qu'on voit nous en pratique, c'est, comme on l'a dit pour les procédures collectives, une augmentation de la taille des entreprises qui sont en restructuration financière. On voit, parce que vous voyez les incertitudes politiques du moment et les difficultés à faire un budget, et il n'y a plus d'argent. Donc on voit un durcissement de la position des pouvoirs publics. Vous savez, nous on intervient sur les plus gros dossiers peuvent se traiter aux scieries, mais tout ce qui est moratoire fiscal et social, des dettes fiscales et sociales, est quand même plus challengé avant. Et les aides publiques, elles n'existent plus aujourd'hui. Je pense que tout a été mis à disposition pendant la période de Covid, et encore une fois, heureusement. On voit des banquiers qui se désengagent clairement de certains dossiers, hein, et je pense notamment au retail et notamment et plus particulièrement à la mode. Et puis, sur les dossiers les plus importants, je le disais aussi, des restructurations qui prennent plus de temps, qui sont parfois un peu violentes, hein, pour appeler un chat. Et ce qu'il ne faut pas négliger, là je pense plutôt aux entreprises, aux ETI, hein, aux gros ETI, euh, que au-delà des banques, il y a d'autres acteurs financiers, je pense notamment aux fonds de dette anglo-saxons, qui peuvent intervenir au moment du financement, mais qui interviennent aussi en rachat de créances. Et lorsque, et je ne veux pas faire une caricature, mais en tout cas les discussions sont moins faciles avec cette catégorie de créanciers qu'avec des banquiers traditionnels. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Alors après, c'est pas, je ne suis que consultant. Euh, Qu'est-ce qui nous paraît important? Mais encore une fois, c'est l'expérience qui parle et c'est ce qu'on a toujours essayé de prôner, c'est donc la prévention. Donc ce qui veut dire, et c'est facile à dire pour un consultant, c'est pour ça que je disais ça, c'est anticiper, anticiper, anticiper avec un focus prioritaire qui est le cash, et pas sous-estimer les difficultés à avoir des financements, pas sous-estimer ses besoins de trésorerie. Et un autre message dans l'anticipation, c'est de gérer, parce que c'est fondamental dans les situations difficiles. Finalement, les situations se tendent, bien sûr, parce que l'entreprise rencontre des difficultés, mais aussi parce qu'il peut y avoir une perte de confiance de son environnement, de ses principaux partenaires. Et donc, il faut anticiper, bien sûr, avoir une bonne visibilité sur ses prévisions de trésorerie, ses besoins de cash et autres. Ça, c'est le nerf de la guerre. Mais au-delà de ça, il faut anticiper autant que possible les discussions avec ses partenaires. Parce que finalement, la confiance, elle se perd. Et ça vient complexifier les dossiers lorsqu'il n'y a pas ces échanges, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de transparence, lorsqu'on n'apporte pas suffisamment d'éléments pour rassurer ses partenaires, qui eux-mêmes vont rassurer leur comité de crédit et, euh, et aider l'entrepreneur. Donc, nous, notre recommandation, sera toujours anticiper, anticiper, et puis osons recourir à des procédures, je l'ai déjà dit, mais qui sont extrêmement efficaces en France et qui sont très successful et qui restent franchement, dans la plupart du temps, confidentielles, qui sont les procédures amiables lorsqu'on se retrouve dans des situations de difficulté. Mettre ses partenaires autour de la table pour discuter dans un cadre contractuel, confidentiel, en utilisant ces procédures de mandat ad hoc et conciliation, est vraiment quelque chose qui peut aider. Donc voilà ce que je dirais. On verra ce que nous donnera 2025, mais ce qui est sûr, c'est que pour échanger avec beaucoup d'acteurs, il y a une vraie accélération des situations de restructuration financière. Après, nous, on est sur ce marché-là, évidemment, on voit que ça, mais on peut comparer par rapport aux années précédentes. Voilà ce que je pouvais dire, Olivier. Merci Guillaume. On a tenu royalement nos 45 minutes, presque à la minute près. On pourra conclure déjà en vous remerciant de votre participation. Vous avez l'opportunité, si vous le souhaitez, de nous poser des questions à l'écrit. On ne peut pas ouvrir les micros, mais on peut poser des questions à l'écrit dans le petit module questions-réponses du webcast. Euh, En conclusion, on retiendra des mots de Guillaume, le besoin d'anticipation le plus possible au niveau des dossiers en difficulté, le besoin d'être tout de suite bien accompagné. Euh, Nous, on rappelle le besoin pour les gestionnaires de risque d'être vigilants en 2025, mais de ne pas oublier non plus que voilà, le marché de l'assurance a de l'appétit pour transmettre le risque de crédit. Voilà, on sera ravis évidemment de vous accompagner à cet égard. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous remercie de votre attention. Oui. Donc, Euh, également de mon côté, merci à tous d'avoir participé. Ce qu'on essaye de faire avec nos amis de l'AU, effectivement, de l'assurance universelle, c'est de chaque fois de se renouveler, notamment dans les interviews. Donc, vous verrez.
J'en profite pour les remercier, hein, toutes les personnes qui ont bien voulu rédiger les tribunes. Vous verrez, il y a vraiment des tribunes de qualité avec des profils très différents, en passant d'une chef économiste à un amiral. Mais on a beaucoup à apprendre et j'en profite pour les remercier. Et je vous remercie encore une fois pour votre participation à ce webcast. On espère avoir répondu à vos attentes. Bonne journée Bonne journée à tous. et au revoir à tous. À très bientôt. Au revoir.